Chaque année, la France consacre des milliards à la lutte contre les stupéfiants. Les forces de l'ordre multiplient les saisies, les arrestations et les campagnes de prévention. Pourtant, malgré ces efforts colossaux, le constat reste le même. La France est le premier consommateur de cannabis en Europe, avec plus de 11% des adultes qui en consomment régulièrement. Une consommation massive qui alimente un marché noir florissant, estimé à près de 3,5 milliards d'euros par an. Mais une question dérangeante s'impose. Pourquoi cette guerre contre le cannabis semble-t-elle inefficace ? Pourquoi l'interdiction perdure-t-elle alors même que d'autres pays comme le Canada ou les Pays-Bas en tirent des bénéfices économiques et sociaux ? Et surtout, qui profite réellement de cette situation en France ? Aujourd'hui, je vous propose une enquête où économie souterraine, montée de la violence et zone d'ombre se croisent. Une enquête où les réponses risquent de soulever plus de questions qu'elles n'en résolvent. La France et le cannabis, c'est une vieille histoire. Depuis des décennies, la consommation ne cesse d'augmenter, malgré une législation parmi les plus strictes d'Europe. En 2023, plus de 80% des saisies de stupéfiants en France concernaient du cannabis. Des saisies qui ne représentent pourtant qu'une petite fraction de ce qui circule réellement. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, moins de 20% du cannabis en circulation serait intercepté par les forces de l'ordre. Et pendant que l'interdiction se maintient, le marché noir prospère. En 2024, les autorités estiment que ce trafic emploie plus de 200 000 personnes en France, allant des petits dealers de rue aux têtes de réseaux internationaux. Des réseaux comme la DZ Mafia, originaire de Marseille, qui contrôle aujourd'hui une large part du trafic dans le pays. À Marseille, la situation est devenue alarmante. En 2024, la ville enregistre un triste record, 45 meurtres liés au trafic de cannabis, des fusillades en pleine rue, des règlements de comptes sanglants. Les méthodes rappellent celles des grandes mafias italiennes ou des cartels sud-américains. Fusils d'assaut, meurtres commandités, vidéos d'exécution diffusées sur les réseaux sociaux pour intimider les rivaux. La guerre des territoires n'a jamais été aussi violente. Mais comment ces réseaux criminels opèrent-ils aussi librement ? Un habitant de Marseille témoigne anonymement. Ils contrôlent tout, les quartiers, les immeubles. Même la police hésite à intervenir. On a l'impression que c'est eux qui font la loi ici. Les forces de l'ordre, pourtant mobilisées, semblent souvent dépassées. Et certaines affaires révèlent des complicités troublantes. Ces dernières années, plusieurs policiers, juges et magistrats ont été épinglés pour leur implication dans des réseaux liés au trafic de cannabis. À Marseille, un commissaire est condamné pour avoir protégé un réseau en échange de pots de vin. À Paris, un magistrat est accusé d'avoir freiné des enquêtes sensibles, soupçonné d'entretenir des liens avec des figures du trafic. Un ancien policier, sous couvert d'anonymat, partage son point de vue. Le cannabis, c'est une économie parallèle qui rapporte énormément d'argent. Et là où il y a de l'argent, il y a toujours des tentations. Certains décideurs préfèrent fermer les yeux, d'autres en profitent directement. Cet argent, d'où vient-il et où va-t-il ? Une grande partie est blanchie. Le trafic de cannabis génère des milliards d'euros en liquide. Cet argent, récolté dans les cités et les réseaux, est ensuite réinjecté dans l'économie légale. Entreprises, biens immobiliers, commerce respectable. Le blanchiment est une machine bien huilée et ses profits finissent par circuler dans le système économique global. Un économiste explique, même si cet argent provient d'une activité illégale, il finit par nourrir l'économie officielle. Il crée de la consommation, il finance des projets. C'est un paradoxe, mais l'économie souterraine contribue indirectement au PIB français. Face à ce constat, la question de la légalisation du cannabis s'impose. D'autres pays ont franchi le pas avec des résultats encourageants. Prenons l'exemple du Canada. Depuis la légalisation en 2018, le marché noir y a fortement reculé. En 2022, les taxes sur le cannabis légal ont rapporté plus d'1 milliard de dollars. Cet argent a été réinvesti dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Alors pourquoi la France ne suit-elle pas cet exemple ? Officiellement, le gouvernement avance des arguments sanitaires. Protéger la jeunesse, éviter une banalisation de la consommation, mais officieusement, d'autres intérêts semblent en jeu. Les lobbies jouent un rôle clé dans ce débat. L'industrie pharmaceutique, par exemple, s'oppose farouchement à la légalisation. Pourquoi ?
Parce qu'un produit naturel comme le cannabis pourrait concurrencer leurs médicaments, notamment dans le traitement de la douleur ou de certaines pathologies. L'industrie de l'alcool, elle aussi, voit d'un mauvais œil l'idée de légaliser un produit qui pourrait détourner les consommateurs de leurs habitudes. Et puis, il y a les enjeux politiques. Lutter contre le cannabis, c'est une posture qui rassure l'opinion publique. Mais en coulisses, cette guerre semble impossible à gagner. Chaque année, des milliards sont dépensés pour réprimer le trafic sans résultat probant. Et pendant ce temps, les réseaux criminels prospèrent, les consommateurs achètent. Les milliards continuent de circuler. Alors, que penser? La lutte contre le cannabis est-elle vraiment sincère ou n'est-elle qu'une façade? Une façade qui masque des intérêts économiques et politiques bien plus complexes. Et vous, qu'en pensez-vous? Nos dirigeants ont-ils intérêt à légaliser le cannabis ou leur silence en dit-il long sur les véritables enjeux? La question reste ouverte, à vous de juger. Et comme d'habitude, donnez votre point de vue et soutenez votre média en activant les boutons de droite. C'est tout pour aujourd'hui, à demain sur Loisé Chandelle.